Je n'ai pas le temps de développer ça, mais il faut bien voir que toute cette politique qui a été mise en place, donc à la fois de pillage par des moyens occultes, de présence barbouzarde. Alors, chaque chef d'État avait à côté de lui un officier de la DGSE qui était chargé de veiller à la sécurité de ce chef d'État ou le débarquer du jour au lendemain quand il avait cessé de plaire. Anamani Diori au Niger, par exemple, le jour où il est venu l'idée de vendre de l'uranium à autre chose que la France, il a été débarqué immédiatement. Quand Denard a débarqué aux Comores en 1995, il y avait des officiers de la DGSE qui étaient chargés de la protection du président en place, eh bien, ils se sont retirés pour laisser partir le président, parce que ce président-là, Johar, avait cessé de plaire. Donc on voit bien qu'on est dans un mécanisme du degré zéro de l'indépendance, que ce soit au niveau politique, au niveau monétaire, au niveau économique, au niveau militaire. Là non plus, je n'ai pas le temps de développer, mais tous les généraux, les officiers sont formés en France, recrutés, n'ont une carrière rapide que ceux qui entrent dans les cercles d'initiés, et ces généraux deviennent assez souvent d'ailleurs chefs d'État et sont dans un copinage permanent avec les réseaux militaires de la France-Afrique. Donc on est dans un mécanisme de captation de la dépendance totale. Pour vous donner un dernier exemple, qui est le plus caricatural, enfin peut-être pas, mais le plus actuel, c'est ce qui se passe au niveau des élections depuis 1990. Parce que, vous comprenez, dans la mesure où on met ici en place des chefs d'État amis, et on leur dit, enrichissez-vous, confondez l'argent public et l'argent privé, donnez l'exemple de la corruption. Dans la mesure où on dit ça à ces gens-là, on comprend bien que le développement, il n'a pas été très loin. Si vous passez du service public qui restait un tout petit peu au moment des indépendances au service public généralisé, si vous avez cette corruption qui monte, en plus la baisse du cours des matières premières, et puis ensuite, je vous expliquerai le scandale de la dette, vous voyez bien que ces dirigeants, quand est arrivée en 1990 une incroyable poussée démocratique en Afrique, ils ne pouvaient pas dire au peuple « élisez-moi parce que je vais faire le bien et le développement du peuple ». Et à ce moment-là, ils se sont mis, et j'en dirai quelques mots, à utiliser l'arme ultime du politique, qui est l'arme du bouc émissaire, l'arme de la manipulation de l'ethnisme, en disant si vous votez pas pour moi, ce sera l'ethnie détestée qui va venir prendre la place à ma place, et c'est ce qui s'est passé exactement au Rwanda, ce qui a failli se passer en Côte d'Ivoire, et qui menace un certain nombre de pays d'Afrique. Mais pour assurer en même temps la continuation de ces régimes usés, mis en place par la France-Afrique, on a trouvé une formule extraordinaire de coopération en iceberg. Mitterrand a déclaré en 1990 « Vive la démocratie en Afrique », je résume, on va vous aider, on va vous fournir des urnes transparentes, des bulletins, pour que le peuple puisse élire ses dirigeants. Alors les gens se sont mobilisés de manière incroyable autour des urnes pour empêcher qu'on les bourre jour et nuit. Ils ont voté. Ils ont voté à 70-80% pour chasser le dictateur. Et puis, en même temps qu'on faisait cette coopération à ce niveau-là, on envoyait dans la capitale, auprès des ordinateurs chargés de centraliser les résultats, des coopérants très spéciaux issus des réseaux Pasqua ou de la mairie de Paris, où en fraude électorale on est relativement adroit, et avec des logiciels un peu spéciaux, on faisait en sorte que les 80% de votes contre le tyran se transforment en 80% de votes pour le tyran, ou en 52% s'il était modeste. Donc, et cela, ça s'est passé dans 50 élections majeures en Afrique, au sud du Sahara. Il n'y a eu que 2 ou 3 exceptions au début, quand la France-Afrique a été prise par surprise au Bénin, au Congo-Brazzaville, etc. Et puis, 2 ou 3 à la fin, quand des peuples ont trouvé la parade. Au Niger, par exemple, il y avait un dictateur installé par Focard, il a été renversé, la France a hurlé à l'interruption du processus démocratique, n'est-ce pas, puisque le dictateur a été renversé. Et donc, les officiers qui avaient renversé le dictateur ont organisé des élections tout seuls, et ça a été les élections les plus incontestées d'Afrique depuis 40 ans. Bon, au Sénégal, où il y avait un régime ultra corrompu, ils ont trouvé la parade en jumelant les téléphones portables et les radios locales, ce qui fait qu'ils ont annoncé en direct les résultats, court-circuitant les manœuvres qui se passaient à ce niveau-là avec les réseaux france-africains.
C'est d'ailleurs pour ça qu'on a retardé l'apparition des portables au Tchad. Bon. Donc, on a mis en place un tas de systèmes qui permettaient, et c'est le cas, je ne vais pas vous détailler toutes ces élections, mais ceux qui connaissent un peu l'Afrique le savent, ça a été le cas au Cameroun, au Gabon, au Togo, à Djibouti, en Mauritanie, encore récemment au Bénin, et c'est ce qui est en train de se jouer à Madagascar, où il se passe des choses absolument extraordinaires ou monumentales, où il y a un mouvement depuis 3 ou 4 mois pour affirmer la légitimité d'une élection contre une pseudo-légalité d'une commission constitutionnelle totalement bidon. Et si le peuple de Madagascar gagne, c'est quelque chose de très important pour l'Afrique parce que ça va donner des tas d'idées à beaucoup de gens. Donc je vous invite vraiment à soutenir le combat du peuple malgache parce que c'est un combat absolument décisif pour l'Afrique. Parce que c'est un combat pour essayer de vaincre cette fatalité imposée de l'extérieur et vous observerez bien entendu que la France prétend qu'il faut défendre la légalité dans l'affaire. Bon, la France, pour ça, pourquoi? Parce que Madagascar a des émeraudes, parce que Madagascar a un tas de choses qui passent toujours pour le financement des partis politiques. Alors, je continue sur cette affaire. Je voudrais, parce qu'on a assez peu de temps et je voudrais laisser du temps pour le débat, vous parler de l'envers de la dette et vous en parler à partir de 2 cas exemplaires qui sont le Congo-Brazzaville et l'Angola. Et puis ensuite, je vais vous montrer comment on est en train de passer de la France-Afrique à la mafia-Afrique, c'est-à-dire une forme de mondialisation de ces phénomènes. Et puis je terminerai par un aspect beaucoup plus positif, c'est-à-dire comment on peut inventer une nouvelle solidarité internationale. Alors, le Congo-Brazzaville. La dette, d'abord. La dette, après toutes ces magouilles, ces manœuvres que je vous ai décrites, les appétits se sont aiguisés parce qu'il y avait de la corruption, il n'y avait plus assez d'argent dans la rente des matières premières. Et donc, à la fin des années 70, on a trouvé une idée absolument géniale. On a dit aux Africains, écoutez, on va vous faire une aide publique au développement supplémentaire formidable. On va vous prêter à 1, 2 ou 3%, par exemple, alors que le taux du marché est à 10 ou 12%. Et la différence, on va dire, c'est cadeau, c'est l'aide publique au développement. Donc, on va vous prêter à tout va. Sauf que, on a prêté pourquoi? La moitié, comme je vous le disais, est repartie directement en Suisse ou dans les paradis fiscaux. L'autre moitié a servi à des projets somptuaires, des palais, aménager le Boeing de Bongo, etc., etc., ou ça a servi également à ce qu'on appelle les éléphants blancs, c'est-à-dire des projets dont le seul intérêt était des gros chantiers pour des entreprises françaises, des projets facturés 3 fois, recommencés 5 fois, ou par exemple un hôpital dont le coût de fonctionnement est supérieur au budget de la santé du pays, donc il ne fonctionnera pas, ou un IUT dont le coût d'entretien est supérieur au budget de l'éducation, donc il ne sera pas entretenu. Tout un tas de choses qui sont complètement à côté des nécessités du développement, et quand vous vous retrouvez 15 ans plus tard à devoir rembourser de l'argent qui était soi-disant cadeau, mais qui est quand même une dette, avec quoi allez-vous le rembourser? C'est-à-dire que cet argent, les gens n'en ont jamais vu la couleur. Alors ça, c'est le phénomène, j'allais dire, ordinaire. Avec le cas du Congo-Brazzaville, on passe à une échelle qui est encore beaucoup plus incroyable. Beaucoup plus incroyable. Parce que là, on a un phénomène que je voudrais que vous arriviez à comprendre, parce qu'il est un petit peu extraordinaire. C'est que on a un pays qui a du pétrole. Alors, depuis qu'il a du pétrole, la France-Afrique, ELF, etc., lui prend son pétrole. Elle lui prend son pétrole, il y en a un tiers au moins qui n'est pas déclaré, qui passe au noir. L'or noir passe au noir. Dans des cargos qui vont se vendre sur les marchés parallèles. Jamais le gouvernement congolais n'a eu la possibilité de savoir combien il y a de pétrole qui sortait de chez lui. On lui donnait de temps en temps une feuille de papier avec 3 chiffres. Bon. Avec interdiction d'aller vérifier. Bon. Donc, le pétrole, on lui pompe son pétrole. Et puis, à la place de ça, qu'est-ce